On va faire l'atelier en 2 temps. Un premier temps où je vais faire un cours de 30 à 45 minutes, selon ma résistance à la chaleur. Et un deuxième moment qui va être plus interactif, où je vais oula mon Dieu. Je vais faire passer des gens devant tout le monde pour des coachings individuels avec moi. Si vous ne voulez pas que ce soit filmé, il n'y a pas de problème, ce ne sera pas filmé. L'idée, c'est surtout pas de vous casser. Ah, tu vas bien? Je te reconnais. C'est surtout pas de vous casser devant tout le monde, mais au contraire de faire un exercice bienveillant et utile à la fois pour vous et pour toutes les personnes qui regardent. Ok? Si vous avez des questions à la fin sur comment fonctionne Live Mentor, la manière dont on coach, comment choisir la bonne formation pour soi, vous me les posez et puis j'ai une équipe derrière qui peut répondre aussi. Le cours qu'on va faire ici, je l'ai imaginé ces derniers mois à partir d'un constat qui est qu'il y a beaucoup de choses très fausses qui se disent sur le freelancing et ça commençait à m'énerver. Alors j'ai imaginé une petite pyramide que je vous propose. C'est la pyramide du freelancing. À votre avis, dans le niveau 1, qu'est-ce qu'on met? Dans le niveau 1 de la pyramide du freelancing, tiens, il y a des codeurs. Bon, on va mettre codeur.com. Dans le niveau 2 du freelancing, on va mettre Malte. On va mettre crème de la crème. C'est quoi la différence entre ces deux niveaux? Codeur.com, c'est un site qui existe depuis très longtemps, sur lequel, en tant que freelance, vous pouvez répondre à des annonces, vous pouvez également mettre votre profil. Donc, globalement, c'est un site où des freelances peuvent trouver des missions. Le problème de Codeur.com, c'est que c'est un site qui est connu, et je pense que les développeurs valideront ça dans la salle, pour être un site qui n'éduque pas du tout ses clients à ce que c'est vraiment qu'un freelance. Donc vous pouvez avoir des gens qui très sérieusement vont sur codeur.com et disent « j'aimerais bien avoir un site pour 100 € » et qui ne comprennent pas que le freelance dans sa réponse dise « mais tu te fous de ma gueule, genre est-ce que moi je te paye avec des bananes, c'est vraiment n'importe quoi » et la personne vraiment ne comprend pas en face et dit « mais je comprends pas, je vois d'autres missions sur codeur.com qui sont à 100 €, lui il le fait, pourquoi vous le faites pas vous non plus ?» Donc ça, c'est effectivement une certaine forme de freelancing, mais qui est de la course au prix par le bas, qui est un déni de votre singularité, un déni de la créativité du freelance, et qui, globalement, crée un rapport humain qui est à peu près le même qu'entre moi et la machine à café qui est là, où je vois que je peux prendre un cappuccino, un thé ou un café long, ça coûte 2-3 €, je mets de l'argent dans la machine et à la fin il y a un café qui sort. Donc les freelances qui malheureusement restent à cet endroit-là et ne connaissent pas ce qu'il y a au-dessus, et après je vais parler de ce qu'il y a en dessous, oui, j'ose dire qu'ils s'enferment dans une relation qui ressemble à la relation qu'on a avec une machine à café. Le niveau 0, cette vidéo ne va pas me faire que des amis parce qu'elle va être diffusée sur YouTube. C'est Uber et Deliveroo. Et puis les autres. Ça m'énerve toujours beaucoup quand je vois les communications d'Uber. Devenez votre propre boss, soyez votre propre patron. C'est génial, on a créé X milliers d'entreprises en France. La vérité, c'est qu'on n'est pas freelance. On n'est pas un vrai freelance. Enfin, on n'est pas ce que moi j'appelle un freelance quand on est coursier Deliveroo ou quand on est chauffeur Uber. On ne fixe pas son prix. C'est la plateforme qui le fixe. On ne crée pas de marque personnelle. On n'a pas un accès direct au client. Si un jour la plateforme change ses règles, vous n'avez aucun pouvoir de négociation. Si un jour la plateforme décide de supprimer votre compte pour une raison valide ou non, vous vous retrouvez sans rien. Toutes les heures que vous avez passées à courir sur votre vélo, ça va peut-être renforcer vos muscles. Mais à part ça, vous aurez du mal à capitaliser sur cette expérience de freelancing dans une autre activité.
Alors évidemment, Uber et Deliveroo, je pense que vous les aviez déjà repérés. Je pense qu'avant que je vous dise qu'ils étaient au niveau 0, vous l'aviez déjà vu venir. Le problème, c'est qu'il y a d'autres situations où on se retrouve dans un rapport type Uber, type Deliveroo. Quand, par exemple, un freelance est dépendant d'un seul client. Je vous raconte une histoire. Moi, je viens de prendre quelqu'un en coaching qui s'appelle Émilie. Émilie s'est lancée en freelance il y a 2 ans. Émilie a bossé pendant 35 ans dans des très grosses boîtes. Au bout de 35 ans, il y a 1 an et demi exactement, la très grosse boîte dans laquelle elle bossait lui dit « Tu sais, on a vu toute la thématique du freelancing et puis nous, on a des difficultés financières en ce moment. Ce qu'on te propose, c'est de devenir freelance. On va super bien te payer, mais on continue à bosser ensemble et tu bosses avec nous à temps plein. » Émilie accepte. Elle accepte dans des conditions sympas puisqu'elle signe une première mission à 170 000 € pour 1 an. Donc c'est pas mal comme chiffre d'affaires pour un freelance. Donc elle crée sa boîte, hein, comme toi qui est en train de créer ta boîte. Et première mission, première année d'exercice, 170 000 €. Le problème, c'est qu'à la fin de la première année, l'entreprise lui dit qu'ils ne vont pas renouveler parce que l'entreprise vient de se faire racheter, donc ils n'ont plus besoin d'un freelance sur ce type de poste-là. Et elle se retrouve aujourd'hui dans une situation qui est super compliquée. Ça fait 6 mois que la mission s'est arrêtée. Sur les 6 premiers mois de l'année, ça a été dur. Elle n'a pas beaucoup de clients. Elle gagne moins de 1 000 € par mois. Et en fait, elle est en train de découvrir qu'elle se fait piéger dans une situation 0. Bon, la différence, c'est que c'était bien mieux payé qu'être chez Deliveroo. Mais c'était au fond la même chose. C'était, je suis dans une sorte de cocon. Je n'ai jamais à faire de prospection. Je n'ai jamais à énoncer mes prix. Je n'ai jamais à négocier la relation de mois en mois, la faire travailler, la faire évoluer. Je suis dans un cocon et le jour où ce cocon explose, j'ai plus rien. Au moins, quand on est sur codeur.com, on se prend des mails de types qui nous proposent des sites à 100 € et donc il y a un peu de vie, quoi. On se bat un petit peu, c'est marrant, quoi. Donc le pire, c'est le niveau 0. Le deuxième, niveau 2, c'est le niveau de Malte et de Crème de la Crème, qui sont des plateformes super intéressantes pour un freelance. C'est des plateformes qui, par exemple, ont eu l'intelligence de mettre des règles où on ne va pas poser une mission et l'envoyer à plein de freelances de sorte à ce que ça soit la course au prix vers le bas et là tout le monde lève la main et tout le monde dit moi je fais ce site, moi je fais ce logo, vite 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 prenez-moi. Ils ont eu beaucoup plus d'intelligence que ça pour faire un système où vous avez votre profil, vous enrichissez votre profil, vous le détaillez, vous chopez des avis et vous pouvez très bien mieux marcher qu'un autre même si vous avez un prix qui est 2 fois plus cher. Néanmoins, selon moi, Malte et Crème de la Crème et toute autre plateforme ne peuvent être que des tremplins pour un freelance, mais ne peuvent jamais constituer la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, c'est le niveau 3. Rappelle-moi ton nom de famille, Thomas. Thomatière. Ouais, c'est ça. Comment on écrit Thomatière? T-I-E-Y-A. La ligne d'arrivée, c'est ça. La ligne d'arrivée, c'est de réussir à constituer une activité en freelance qui n'est pas dépendant de votre offre, qui n'est pas dépendant de la concurrence, qui n'est pas dépendant d'une plateforme, qui est simplement votre marque, votre réputation, et ça implique plein de choses derrière. Une fois que vous avez votre réputation, que vous avez votre marque, vous n'avez plus à être en prospection et vous recevez plutôt des demandes entrantes. Une fois que vous avez votre nom et que vous avez votre marque et que vous savez faire durer ce nom et cette marque dans le temps, vous êtes complètement libre de vos prix. Une fois que vous avez votre marque et votre réputation, vous choisissez les projets sur lesquels vous bossez et vous avez la liberté d'attaquer d'autres problématiques de la vie de freelance super importantes qu'on oublie quand on est là. Problématiques comme qu'est-ce qui se passe au bout de 5, 6, 7 ans? Ou tu as dit que ça faisait 10 ans là-bas.
Qu'est-ce qui se passe quand ça fait 10 ans que je suis freelance? Est-ce que j'aurais toujours envie de le faire? Est-ce que j'ai pas envie d'anticiper et de créer une boîte avec 1 ou 2 personnes autour de moi, de sorte à ne pas être la seule à bosser, de ne pas être uniquement dépendant de mon temps? Est-ce que j'ai pas envie de m'intéresser à des modèles, comme le e-commerce, comme la formation, comme plein de choses, qui sont moins intensifs en temps, qui reposent moins sur mon temps uniquement à moi? Est-ce que j'ai envie au contraire de utiliser comme levier mon activité en freelance, mon expérience en freelance, les 15 ans que j'ai passé à être le designer que tout le monde voulait, pour aller négocier le job de mes rêves chez Airbnb, parce que au final, oui, ça ne sera pas du freelancing, mais si je suis directeur design chez Airbnb, c'est quand même très sympa. Parce que oui, je sais que certains aiment bien dire que le freelancing c'est une autoroute et qu'une fois qu'on l'est, on ne revient plus jamais en arrière, mais en fait, moi, c'est pas ce que je vais raconter ce soir, parce que c'est pas ma conception de la vie. Je suis pas en train de penser que le salariat c'est horrible et que le freelancing c'est exceptionnel. J'essaie plutôt d'accompagner des gens à définir leur projet et ensuite le faire avancer le plus vite possible et avec le plus de personnification possible. Et ça, ce n'est possible que si on est sur le niveau 3. OK pour tout le monde? Alors une fois qu'on a dit ça, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse 3 exercices ensemble. Le premier exercice, c'est un exercice où on va prendre 3 sujets qui sont clés pour un freelance. Le premier sujet, c'est la spécialisation. Le deuxième sujet, c'est le prix. Et le troisième sujet qui est clé pour un freelance, c'est ce que j'appelle les fondations. On va prendre 3 exemples de freelance qui sont justement au niveau 3 et qui sont intéressants à observer. Le premier exemple de freelance qu'on va prendre, et je vous invite évidemment, si vous avez des carnets, à noter ces exercices et à les faire sur votre projet après, hein, évidemment. Et si le dieu des ventilateurs nous voit et peut le brancher, comme nous avions fait une simulation hier, ce serait magnifique, vraiment, s'il apparaît parmi nous. On va prendre 3 exemples. Premier exemple, je vais vous parler d'un prof que j'ai eu en cours qui est freelance. On ne va pas donner son nom parce que j'ai peur que s'il voit la vidéo, il soit gêné. Donc on va l'appeler Jean. Il a un nom qui n'est pas du tout français. Donc Jean, bonjour monsieur, bonjour. C'est normal, c'est un colloque. Jean est prof, est en partie prof, et c'est quelqu'un qui est freelance depuis 25 ans. Il est spécialiste, peut-être que vous avez trouvé son nom d'ailleurs parce qu'il est un peu connu. Il est spécialiste d'un seul sujet, qui n'est pas le design, qui n'est pas le développement web, qui n'est pas le graphisme, qui n'est pas le marketing ou la communication, qui n'est pas le storytelling, qui n'est même pas les jeux pour enfants. Il est spécialiste de l'intelligence collective. Je ne sais même pas si c'est une catégorie sur Malte. Donc il est freelance, spécialisé dans l'intelligence collective. Concrètement, c'est quoi son boulot? C'est d'aider des groupes à fonctionner ensemble. Donc il s'est vachement intéressé aux relations entre les êtres humains. Il a visité des dizaines d'entreprises dans le monde et à chaque fois, il a regardé comment les boîtes bossaient. Il a découvert que par exemple chez Google, ça fonctionnait même si dans certaines entités de Google, les gens ont 1 jour par semaine pour faire ce qu'ils veulent. Il a observé qu'au Japon, ça fonctionnait même si les employés sont super autonomes. Il a observé au contraire que dans des boîtes françaises très anciennes, même si les salaires sont très élevés, les gens sont malheureux comme les pierres, ne se parlent pas entre eux, se détestent, et les boîtes du coup en souffrent énormément et n'arrivent pas à développer leurs projets. Donc il s'est intéressé énormément à ce sujet d'intelligence collective. Qu'est-ce qu'on en tire sur la spécialisation? Qu'une bonne spécialisation, c'est une spécialisation qui part de soi. La première erreur qu'on peut faire quand on est freelance, c'est de se spécialiser par rapport au marché. C'est de regarder, justement sur Malte,
le niveau 2 ou n'importe lequel, ce qui se passe, c'est de se dire ah, je me rends compte que les gens qui sont dans la com sont mieux payés que les gens qui sont dans le storytelling, ou que les gens qui sont développeurs back-end sont mieux payés que ceux qui sont développeurs WordPress, et de commencer à essayer d'avoir cette approche un peu Warren Buffett, comme si on était en train de juger des actions en bourse, et se dire ok, je vais aller là, c'est le bon filon. Ça ne marche jamais sur le long terme. Ça ne marche jamais, 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 jamais. Absolument pas. Une spécialisation, ça part toujours de soi. Et de se dire, qu'est-ce que j'ai envie de creuser? Si vous partez du niveau 2, vous serez toujours bloqué sur le niveau 2. Si vous partez du marché, si vous partez des boîtes, vous serez toujours bloqué sur le type de boîte que vous regardez en ce moment. La vérité, c'est que les vraies boîtes qui vous intéressent, les vraies boîtes qui peuvent vous amener à des missions exceptionnelles, on ne les connaît jamais au début. On les découvre au fil du temps. Et c'est ce qui s'est passé pour ce monsieur que nous appelons Jean pour cet exercice. Donc Jean, il est parti de lui et il s'est dit, moi, j'adore l'intelligence collective, j'adore étudier des boîtes, et donc je vais me spécialiser là-dedans. Et qu'est-ce que je vais proposer comme mission sur l'intelligence collective? Je vais en proposer plusieurs. À des écoles, je vais proposer des cours d'intelligence collective. Comme je suis freelance et que je pense à mes différentes fondations, je ne vais jamais signer, et il a fait très attention de ne pas le faire, un contrat d'exclusivité avec une seule école pendant 6 mois, pendant 1 an ou même pendant 1 mois. Mais par contre, je vais avoir dans ma semaine très régulièrement 3 cours sur l'intelligence collective. Ce que je vais faire également, c'est du conseil. Donc, je vais faire des missions de consulting en intelligence collective. Ça va être également ma spécialisation. Ce que je vais faire également en termes de spécialisation, je vais faire un livre sur l'intelligence collective. En fait, il en a fait 6. Et puis, je vais faire des congrès, des conférences sur l'intelligence collective. Donc, je pars d'une spécialisation super bizarre que personne n'a choisie, que personne ne connaît même, mais je vais tellement aller le creuser dans des univers différents que je vais transformer cette spécialisation en marque, que je vais passer progressivement au fil du temps de la personne qui était spécialisée en intelligence collective au statut d'expert numéro 1 en intelligence collective. Je vais arriver au statut où, quand on dit mon nom, on pense intelligence collective tout de suite, en premier. Donc, ça, c'est un exemple de spécialisation que j'adore, où on part de soi et ensuite on se dit quelles sont les différentes manières dont je pourrais opérer cette spécialisation en freelance. À chaque fois, je vais être dans un rapport qui est mon temps face à un contrat, une mission, un devis, mais en fait, ça peut se faire à la fois via des cours, ça peut se faire via du consulting, ça peut se faire via des congrès, ça peut même se faire via un livre. Alors en termes de prix, ce qui est intéressant avec cette approche, où on est tout de suite dans le niveau 3, oui, vous l'avez compris, il n'y aura malheureusement pas de conseils sur comment remonter son profil Malte ce soir. Je suis désolé si vous êtes venu pour ça. Mais il faut aussi s'intéresser à ça, mais je préfère qu'on soit direct au niveau d'après. Au niveau prix, en fait, ce qu'on découvre quand on fait cet exercice de spécialisation et qu'on commence à se demander par rapport à ce qui vient de moi, par rapport à ce que j'ai envie de creuser, par rapport au thème sur lequel j'ai envie de devenir expert, quelles sont les différentes manières de l'exercer, on découvre que le prix varie énormément selon le type de client, selon le type de mission. On réalise qu'en fait, le vrai sujet, c'est encore une fois pas est-ce que les développeurs sont mieux payés que les gens qui font des jeux. La vraie question, c'est pour les gens qui font des jeux ou pour les gens qui sont développeurs, quels sont les différents types de missions et quel est le prix derrière chacune de ces missions. Donc ce monsieur, donc je vous dis, il a fait plein de bouquins. Son bouquin, j'ai regardé du coup sur Amazon, je me suis quand même tapé tous ces bouquins pour vous donner le bon chiffre. En moyenne, coûte 14,50 €.
14,50 €, sachant que quand vous êtes auteur, vous touchez 8%. Donc si quelqu'un est très fort en maths, peut-être parmi les développeurs, il peut nous faire de tête le chiffre. On va dire qu'il touche à peu près 1 € en enlevant les charges. Donc c'est une mission qui n'est pas très bien vendue. Quand il donne des cours d'intelligence collective, dans des écoles, universités, etc., il facture en moyenne 200 € de l'heure. Quand il fait du consulting pour des groupes sur l'intelligence collective, donc concrètement, à quoi ça ressemble? C'est une boîte l'appelle et lui dit on a un groupe de 10 personnes qui n'arrivent plus à bosser ensemble. Est-ce que tu peux venir et passer une journée avec eux et leur faire des ateliers, leur faire des exercices pour qu'ils retrouvent l'envie, la motivation et que la communication fonctionne mieux? Donc là, il facture plutôt à la journée et non pas à l'heure, évidemment. Il va facturer entre 3 000 et 5 000 € la journée. Et pour les congrès, les conférences, contexte, je suis un grand groupe, je vais faire une réunion annuelle avec 500 personnes. Je prends par exemple les 500 managers de mon groupe. Je fais une réunion annuelle, c'est une journée super importante. Pendant toute la journée, ils vont écouter des conférences, ça va les inspirer, ça va les motiver. Ils vont ressortir en étant super heureux d'être dans ces boîtes. Ils vont se dire c'est génial, on nous fait passer des moments de dingue. Et bien ça coûte 8 000 € de l'heure pour avoir Jean qui vient à la conférence. C'est clair que ce n'est pas la même chose entre le livre et ça. Il faut vendre beaucoup de livres pour avoir le ratio d'un congrès. Moi, j'adore cet exercice parce qu'il nous permet de complètement sortir de ce que j'appelle les micro-réflexions, qui encore une fois vont vous paralyser le cerveau, vont vous paralyser l'esprit, et où je vois des freelances, mais qui pendant des semaines, pendant des mois, se posent, mais comme ma copine, mais qui heureusement n'est pas là, ça n'aurait pas lui envoyer la vidéo, ma copine, elle est coach en prise de parole. Ça fait 1 an qu'elle est lancée. Et c'est un aveu de faiblesse pour moi, parce que je suis coach. Mais je suis un aveu de faiblesse parce que depuis 1 an, alors elle a plein de missions, ça se passe très bien, mais à chaque fois qu'elle a un nouveau client, la question existentielle revient, Alexandre, qu'est-ce que je propose comme prix? Et là, on sent vraiment que ça peut l'empêcher de dormir pendant toute la nuit. Ça peut lui retourner le cerveau. Quel est le prix que je mets? Quel est le prix que je mets? Est-ce que je mets 250? Est-ce que je mets 350? Je pense qu'elle joue un peu avec moi aussi maintenant parce qu'elle sait que ça me rend fou. Mais donc, elle est obsédée par cette question micro qui est même encore au bout d'1 an, qui reste « mais combien ça coûte ce que je fais ?» Alors que le sujet n'est pas combien ça coûte ce que tu fais pour cette entreprise qui a besoin de coaching en prise de parole et qui est la 32e à faire appel à toi pour cette même mission. Le vrai sujet est plutôt, est-ce que tu as travaillé sur toutes les formes que peut prendre ta spécialisation? Est-ce que tu t'es interrogé comme Jean, notre ami Jean, sur toutes les modalités avec lesquelles tu peux exercer ce qui te passionne? Et derrière, est-ce que tu as compris les forces de marché, les enjeux? Comme lui l'a compris, lui il a très bien compris qu'une école ou une université qui a besoin de lui pour enseigner des étudiants, elle ne peut juste pas payer plus de 200 € de l'heure. Par contre, une boîte qui fait sa conférence annuelle avec ses 500 managers, elle peut payer ce prix-là. Et en fait, elle peut même payer plus cher. Pourquoi? Parce que le salaire cumulé des 500 managers qui sont là pendant 1 heure, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup plus que 8 000 €. Donc si ça augmente leur productivité, leur satisfaction, si ça permet même de ne garder un type qui voulait partir 3 mois de plus dans la boîte, c'est plus que super méga rentable. Oui, faites le calcul juste de combien ça coûte à une boîte d'avoir quelqu'un qui s'en va et de le garder à l'inverse 3 mois supplémentaires. Donc ça, c'est l'exercice au niveau du prix, qui n'est donc pas quel est le prix de ma mission, mais plutôt je parle de toutes les différentes formes avec lesquelles je peux me spécialiser et je mets un prix pour chacune de ces formes. Ensuite, il y a un troisième exercice que j'aime beaucoup, qui est l'exercice des fondations.
L'exercice de fondation, il fonctionne comme ça. Donc je suis un freelance. Petit freelance. Et je vais avoir 4 fondations. La première des fondations, c'est les clients. Les gens qui ont déjà bossé avec moi. Pas ceux qui vont bosser avec moi. Les gens qui ont déjà bossé avec moi. Donc, je ne vais pas vous refaire le coup, mais vous avez lu toutes les études qui expliquent que quelqu'un qui a déjà été client avec vous a 36 fois ou 42 fois plus de chances de reprendre une mission que quelqu'un qui n'en a jamais pris. Mais le chiffre exact, je ne sais plus lequel c'est d'ailleurs, mais le fond du truc, c'est que quelqu'un qui a déjà bossé avec vous, bah, évidemment, il y a un rapport de confiance qui est énorme par rapport à quelqu'un qui n'a jamais bossé avec vous. C'est quelqu'un qui peut parler de vous, c'est quelqu'un qui peut faire votre recommandation, c'est quelqu'un qui peut vous faire des témoignages sur votre site, c'est quelqu'un qui peut vous inviter à des conférences, quelqu'un qui peut faire plein de choses, un client. Et donc, normalement, tout freelance qui veut être au niveau 3, je le rappelle, et non pas au niveau 0, et j'espère que vous ne commanderez pas Deliveroo ce soir chez vous, et que vous ne rentrerez pas en Uber, et que comme moi, vous boycotterez, car je le fais, ces boîtes qui font passer de l'intérim pour du freelancing, bref. Tout freelance qui est en niveau 3, je l'invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à avoir simplement un tableau Excel avec la liste de vos clients. Uniquement ça. À l'époque où j'étais freelance, c'est ce que je faisais. Donc j'avais mon tableau Excel avec ma liste des clients et je repassais dessus une fois par semaine, simplement pour me dire où j'en suis dans chacune de ces relations. Est-ce qu'il y en a certains avec qui j'ai des missions en cours? Ceux pour qui la mission est finie, est-ce qu'on s'est échangé des mails récemment? Est-ce qu'on s'est croisé à une conférence? Est-ce qu'on s'est croisé à un événement? Toujours avoir cette logique de se dire, ceux avec qui ça s'est bien passé, ben en fait, c'est des relations qui sont fortes pour moi et je veux les tenir, je veux les conserver. Et là, l'idée, c'est pas d'avoir quelque chose de calculateur qui ressemble au réseau BNI, qui, pareil, j'espère ne regardera pas cette vidéo, où vous allez contacter la personne en essayant d'obtenir absolument quelque chose, mais plutôt de se dire, c'est des gens avec qui j'ai bien aimé bosser, normalement, humainement, j'ai plutôt envie de savoir ce qu'ils deviennent. Normalement, humainement, si j'ai fait un site pour quelqu'un, j'ai plutôt envie de retourner 3 mois plus tard, 6 mois plus tard sur son site, de voir ce qui a changé et de lui envoyer un mail pour lui dire ah bah ça, j'adore ce que tu as fait là, je trouve ça trop bien la nouvelle fonctionnalité, le nouveau design, ou au contraire, tiens, bon, bah, tu as complètement cassé ce que j'ai fait, bon, bah, ça m'intéresserait de savoir pourquoi, et on en discute. Et donc de toujours avoir une conversation qui ne s'arrête pas avec ces personnes-là. Si vous écrivez un article sur votre blog, si vous écrivez du contenu, c'est à eux qu'il faut l'envoyer en priorité. Et c'est avec eux qu'il faut le co-rédiger d'ailleurs. Ma deuxième fondation, quand je suis freelance, c'est justement mon contenu. Le contenu, c'est quoi? Le contenu, c'est simplement ce qui vous permet de créer une relation avec quelqu'un sans l'avoir rencontré. C'est les articles LinkedIn. C'est les 2700 articles qu'il y a sur le blog de Geoffrey Dorn, que certains connaissent peut-être ici, qui est un designer français, freelance, depuis, je pense, quasiment 20 ans, qui a un blog qui s'appelle graphisme.fr, sans le E, que je vous invite à aller regarder, juste un truc exceptionnel. Pour moi, c'est une des merveilles d'Internet. Il y a 80 000 personnes qui le regardent chaque mois. Il y a des projets aussi dingues que des projets politiques, des projets environnementaux, des projets de start-up. Geoffrey est un mec super curieux, toujours en train d'apprendre de nouvelles choses. Il y a des articles sur le material design, des articles sur le développement web. Enfin, c'est vraiment le fruit de quelqu'un qui est au niveau 3, ou alors lui, chez lui, il a pris l'ascenseur, je ne sais pas, il était au niveau 12, mais qui, depuis des années, en fait, s'éclate parce qu'il n'est jamais en concurrence avec quelqu'un. Il a créé tellement de contenu, il a tellement d'articles que, évidemment, les gens le découvrent comme ça et se disent « mais c'est super ce que ce mec raconte en fait sur le design, c'est super intéressant. Si un jour je veux faire
mon logo, où je veux faire mes illustrations, bah, évidemment que je vais passer par ce mec-là. Je suis rassuré. Et en plus d'être rassuré, si je dois le défendre à ma hiérarchie, si je dois le défendre à mon collègue, si je dois dire tiens, c'est avec lui qu'il faut bosser, bah là je peux le faire parce que j'ai juste à envoyer un lien vers ça. Et en plus sur cet article, il y a genre 24 commentaires, donc il y a une preuve sociale. C'est comme Big Mama avec la file d'attente devant les restaurants. Donc le contenu, c'est la deuxième fondation. Et de la même manière que je préconise le travail d'auto-analyse sur les clients, le travail de regard stratégique sur votre base, je recommande un travail super stratégique ici, qui est, si vous n'avez pas commencé, de faire 3 exercices qui sont très simples et qu'on va remettre ici pour tout le monde. Premier exercice, lister les problèmes. Deuxième exercice, définir les formats. Et troisième exercice, obtenir de l'interaction. C'est pas plus simple que ça. On peut dire tout ce qu'on veut sur les stratégies de contenu, etc. On en revient toujours là. Je fais un premier exo où je liste les 20, les 30, les 50 problèmes qu'a mon audience. Typiquement pour toi, sur les jeux, si tu vises les parents, et ben, ça va être d'aller regarder tous les problèmes qu'ont les parents. Je ne sais pas quoi faire avec mon enfant ce week-end. J'aimerais que mon enfant soit plus sensible à la cause animale, si tu as un jeu qui leur permet de travailler sur la cause animale. J'aimerais que mes enfants soient beaucoup plus alertes sur l'écoute, sur l'empathie, sur les soft skills. Or, j'ai un jeu sur le sujet. Donc, c'est un travail sur les problèmes. Moi, généralement, quand je coach quelqu'un, je lui fais faire en 1 heure. Il ne sort pas de la pièce tant qu'il n'a pas fait les 50. Et donc, il n'y a pas besoin de 3 mois de méditation sur la vie. Enfin, c'est en vous, vous avez déjà les réponses. C'est juste que c'est un exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire normalement, donc il faut être un peu sous stéroïdes. Le deuxième exercice, c'est les formats. Une fois que j'ai défini tous mes problèmes et que je sais que ce qui parle aux gens, ce qu'ils ont en tête, c'est ça, ça et ça, bah, je me demande quel est le meilleur format pour le faire. Est-ce que c'est des vidéos ? Est-ce que c'est des articles comme Geoffrey ? Est-ce que c'est des posts Instagram ? Est-ce que c'est des interventions sur Hacker News ou sur Stack Overflow ou des articles Medium ? Est-ce que c'est une newsletter ? Est-ce que c'est des vidéos Facebook ? Bref, quel est le format qui me semble le plus adapté, que je me sens le plus capable de faire également, et qui va résonner au bon endroit. Typiquement, si je reprends l'exemple de ma copine qui est coach en prise de parole en public, elle bosse avec des boîtes. Donc, il était assez logique de foncer sur LinkedIn, puisque c'est là que les boîtes passent leur temps. C'est là qu'elles font des recherches, c'est là qu'elles mettent leurs offres d'emploi, c'est là que ça se passe. On lui aurait pas forcément conseillé la même chose si elle avait été illustratrice. Évidemment. Ou si elle avait été designer d'intérieur. Donc je regarde YouTube, je regarde Instagram, je regarde tout ce qui existe en termes de format et j'en choisis un et pas plus d'un. J'ai mis format au pluriel, mais à la fin vous en choisissez qu'un, alors que là vous en avez 50. Et une fois que j'ai fait ces 2 premiers exercices, j'en ai un dernier à faire qui est très simple, qui est l'exo d'interaction. La seule chose qui doit vous occuper l'esprit si vous avez déjà commencé à publier du contenu, si vous avez déjà commencé à écrire des articles, c'est est-ce que j'ai des réponses ? Est-ce que les gens répondent ? Est-ce que les gens prennent le temps de commenter ? On sous-estime énormément ce que ça implique pour quelqu'un de laisser un commentaire. Ça veut dire prendre du temps de sa journée pour dire ce qu'il en pense, soit pour dire c'était super, soit pour dire je suis pas du tout d'accord. C'est mieux si vous n'avez que des commentaires positifs, mais c'est pas catastrophique d'avoir des commentaires négatifs, au contraire. Mais c'est ça qu'on cherche. Donc le contenu commence toujours par ces 3 étapes. Une étape sur le problème, une étape sur le format, une étape sur l'interaction. Je me rappelais toujours
Enfin, un truc qui moi, m'est arrivé, qui me restera toujours en tête sur la force du contenu. Pendant quasiment 1 an, Livementor a essayé de recruter un développeur, justement. Et c'était une horreur. Je passais par toutes les plateformes de niveau 2 d'ailleurs. Il y a des plateformes spécialisées pour recruter un développeur, Talent, etc. Et ça marchait pas. Et en plus, ça m'énervait parce que je connais tout ça, moi. Et donc j'étais en train de me dire, putain, t'es dans le niveau 2. Voilà, t'es dans le niveau 2. Le mec, il est dans le niveau 2 lui aussi. Tu lui envoies ta proposition, il en a reçu 15 la même journée. On est foutus, quoi. On est tous les deux, on est tous dans le niveau 2. C'est l'enfer humain. Et un peu par folie, je mets un post sur LinkedIn où je dis il y en a certains qui disent que Ruby, qui est le langage de programmation que nous on utilise chez nous, est complètement dépassé. Est-ce vrai? 3 petits points, point d'exclamation. Et là, cataclysme. Cataclysme de réactions, de commentaires, des gens que je ne connaissais pas du tout, qui arrivent en commentaire du post, qui disent c'est n'importe quoi, c'est du délire. Des mecs qui disent oui, c'est tout à fait vrai, plus aucun site digne de ce nom, NASA. Si c'est votre cas, Alexandre, faut repartir à zéro et tout refaire. Et il y a un mec qui s'appelle Emmanuel, qui met aussi un commentaire, positif cette fois, et qui dit ouais, tous les rageux, taisez-vous, ça marche très bien, Ruby. Là. Et il m'envoie un message privé après, il me dit hello Alex, j'ai vu le Fred, non mais écoute, tu as tout à fait raison, et puis j'ai vu l'offre d'emploi de Livementor, est-ce qu'on peut en parler? Aujourd'hui, il bosse chez nous. Et c'est juste trop bien. Enfin, alors, ça marche pas tout le temps à chaque fois comme ça, et ça me fait penser qu'il faut que je remette un post bientôt. Mais ça marche quand même vraiment souvent, et ça donne des choses exceptionnelles. Et des histoires comme ça, en fait, je pourrais passer 3 heures à vous en raconter. Donc, si après, dans les coachings, vous avez besoin que je vous en raconte, demandez-moi des histoires. Mais je pense qu'au fond, vous n'avez pas besoin que j'en raconte 36 de plus, et que celle-là, elle suffit, et que juste, allez-y, quoi. Allez-y, ça fonctionne aussi simplement que ça. Problème, format, interaction. Pour tous les gens qui ne sont pas encore lancés, ce que je raconte fonctionne également quand on est salarié. Alors ça, c'est un peu plus compliqué. Mais ça, par contre, ça fonctionne tout autant. À chaque fois que quelqu'un vient me voir et me dit « Alex, je voudrais me lancer en freelance, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je quitte mon job? Je lâche tout ?» Moi, je dis « Attends, pas du tout. Genre, arrête. Non, ne quitte surtout pas ton job, en fait. Ne quitte surtout pas ton job. La meilleure manière de commencer ton activité en freelance, de la lancer, c'est peut-être justement de garder ton job actuel, mais de faire ce travail-là en parallèle. Donc oui, le soir, il y aura un peu moins de Netflix, mais il y aura de la création de contenu, il y aura de l'interaction avec des gens, il y aura quelque chose qui crée une réputation, qui crée une marque. Alors évidemment, tu ne vas pas dire je me suis lancé en freelance parce que ton boss l'apprécierait pas trop. Mais en fait, c'est pas ce qu'on demande ici. On ne demande pas de dire je me suis lancé en freelance. Dans les articles que fait Geoffrey, le graphiste que je mentionnais tout à l'heure, il y a certains articles où il ne mentionne même pas qu'il est freelance. C'est un article où il le mentionne tout à la fin. En fait, l'article, c'est pas quelque chose dont le succès repose uniquement sur le fait de dire et d'affirmer je suis freelance. C'est de faire le meilleur article d'Internet pour un parent qui s'interroge sur son enfant qui passe sa journée sur les jeux vidéo. C'est l'article « Quelle est l'alternative quand mon gosse passe sa vie sur les jeux vidéo ?» Super détaillé, super riche, plein d'exemples et qui explique comment, avec tel ou tel jeu, même des jeux que je n'ai pas encore créés parce que je ne suis pas encore freelance, ou telle et telle approche, ou telle et telle méthode, eh ben on peut justement le détourner de Fortnite pour l'amener à autre chose. Donc ça, cette fondation-là, en fait, ce n'est pas juste la fondation du freelance. Pour moi, c'est la fondation de n'importe quelle personne qui vit dans l'ère Internet et qui veut lancer ou développer des projets. Moi, on est dans une époque qui est exceptionnelle, absolument exceptionnelle, où n'importe qui peut prendre son stylo, peut prendre son appareil photo, peut prendre sa vidéo
et peut dire ok, voilà le sujet qui me passionne et qui va me passionner de plus en plus. Je vais créer des choses super sur ce sujet. Et je vais avoir un maximum de personnes qui interagissent avec ce que je raconte et qui interagissent vraiment. Donc ça, c'est la deuxième fondation, la fondation contenu. On va parler des deux dernières. La fondation numéro 3, c'est mon temps. Alors c'est là où, pour le coup, il y a une vraie différence entre l'activité de salarié et l'activité de freelance. Et c'est sûrement la fondation la plus dure à gérer. Toi, tu es lancé depuis longtemps, donc tu auras sûrement des choses à partager là-dessus. Quand on est freelance, on est tous les jours responsable de l'allocation de son temps. Et les gens ne se rendent pas compte, et moi le premier, à quel point c'est chaud. C'est super chaud. Parce que dans notre vie, on n'est jamais responsable de l'allocation de notre temps. Enfin, moi en tout cas, quand j'étais enfant, j'étais pas responsable de l'allocation de mon temps. Je suivais ma maman. Elle me disait, là tu vas à l'école, là tu vas à la bibliothèque, là tu vas au centre aéré. Là tu joues au foot. Quand j'étais au collège, au lycée, j'avais une allocation de temps qui était définie une année à l'avance. Et puis ensuite, je m'engageais dans des activités et généralement je les faisais toute l'année. Quand j'étais en études supérieures, alors là j'ai commencé à me prendre le truc en pleine face parce que j'ai commencé à créer des boîtes assez tôt qui n'ont pas très bien marché pour la plupart. Et justement parce que j'étais pris au piège. J'étais pris au piège de la dualité. Je ne savais pas comment gérer d'un côté mon statut d'étudiant où mon temps était alloué, mon temps était fixé, et mon statut d'entrepreneur, étudiant, débutant, qui ne sait pas quoi faire de sa vie et qui ne sait pas où il va, et qui se retrouve littéralement dans sa chambre, dans son lit, avec son ordinateur sur les genoux, et qui se pose la question, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ou qu'est-ce que je dois faire? Donc l'allocation du temps est le premier mur qu'on se prend souvent quand on est freelance, avec ces premières semaines, ces premiers mois, où on se retrouve tout seul chez soi, et on doit se faire un agenda. Et on doit se poser la question, mais sur quoi je bosse vraiment? Est-ce que je passe 4 heures sur cette proposition commerciale pour le client? Est-ce que j'y passe 2 heures? Est-ce que j'y passe 6 heures? Est-ce que je me prends 2 heures pour travailler mon réseau? Est-ce que je me prends une journée pour aller à cette conférence là-bas? Est-ce que pendant 2 semaines, là, je pars en vacances? Encore une fois, même dans le cadre de l'entreprise classique, oui, c'est vrai qu'on décide de quand on part en vacances, mais quand même, notre allocation de temps, elle dépend un peu de notre boss, de nos collègues. On s'organise un peu, on voit que la boîte favorise quand même vachement le fait qu'on parte en août, donc on part en août. Et quand on est freelance, on part quand? On peut partir en février. Est-ce qu'on part en août alors qu'en août, on a peut-être des gros projets qui peuvent tomber? Donc, on est toujours en allocation de temps. Et on peut effectivement se dire non, mais ce que tu racontes là, c'est n'importe quoi, parce qu'au fond, il n'y a pas lieu d'être à se poser des questions existentielles sur est-ce que je passe 2 heures, 4 heures ou 6 heures. Mais en fait, il y a des questions pas existentielles, mais des questions stratégiques, qui sont de traquer et de commencer à regarder quelles sont ses priorités. Et c'est pour ça que les freelances qui sont lancés depuis longtemps et qui ont des grosses communautés sont à chaque fois dans une logique, c'est quoi mes objectifs des 3 prochains mois? Quels sont les projets que je vais refuser? Quels sont les projets que je vais accepter de prendre? Vous vous rappelez l'exemple de ce monsieur-là? Ce monsieur que j'ai pris, lui, il est particulièrement ultime parce qu'il pousse ça aussi dans sa vie perso. Petite anecdote, il fait partie de ce genre de personnes qui se réunit avec sa femme tous les 1er janvier et ils font un exercice ensemble où ils vont prendre chacun une feuille et ils vont noter dans une salle séparée les 10 choses qu'ils ont envie de faire durant les 12 prochains mois. Séparés. Et ensuite, ils se réunissent dans la cuisine et ils comparent leur liste pour voir s'il y a des choses communes. Et il me dit, il a un accent parce qu'il vient des pays de l'Est. L'année où nous n'aurons rien en commun, il faudra se séparer. Bon, donc il est très allocation de temps obsessionnel, quoi. Lui, mais c'est bien qu'il soit comme ça parce que c'est ce qui lui permet, ce qui lui a permis ces dernières années de comprendre
Bah qu'en fait, oui, parfois, faut refuser ça. Parfois, il faut refuser ça parce que si vous ne faites que ça et que vous ne faites pas ça, à savoir le livre, et ben vous n'aurez jamais ça. Rappelez la petite flèche qu'il y avait là. La flèche, elle sera brisée. C'est l'intelligence, c'est le recul stratégique de se dire, en fait, il y a certains moments où mon temps va être rentable tout de suite, il y a des moments où il va servir ou en tout cas projeter sur 6 mois, 12 mois, 2 ans, 6 ans, 8 ans. Voilà, un laps de temps qui est beaucoup plus large. Donc c'est la troisième fondation du freelance qui est le temps. Première fondation qui sont les clients, deuxième fondation qui sont le contenu et troisième fondation qui est le temps. Toute dernière fondation, c'est le réseau. Alors le réseau, c'est vraiment à distinguer des 3 autres thématiques et surtout de la thématique client. Ici, la bonne manière de le contextualiser, c'est si je suis quelqu'un qui veut se lancer dans les jeux pour enfants. Je te prends en exemple pas mal parce que ça m'inspire bien parce que j'ai coaché des projets similaires. Quel est le meilleur réseau pour moi? C'est pas si facile que ça. On pourrait se dire, le meilleur réseau pour moi, c'est de rentrer en relation avec des gens qui sont DG, qui sont haut placés chez Desmodee, ou les grosses boîtes qui font des jeux de société. C'est des énormes boîtes, hein, des milliers d'employés. Le meilleur réseau pour moi, ça pourrait être une influenceuse très tournée famille. Une fille qui a 100 000, 200 000 abonnés sur Instagram et qui parle de sa vie de famille et en gros elle est suivie par toutes les mamans. Ou un papa, je sais pas si vous allez voir un mec qui s'appelle Papa Choup sur Facebook, c'est à mourir de rire. Il gagne très bien sa vie et il est influenceur sur les papas. En fait, tous ces fans sont des mamans qui taguent leurs mecs sur les vidéos, tu vois. C'est assez pervers comme truc. Tu pourrais te dire ça. Tu pourrais te dire, en fait, moi, mon meilleur réseau, c'est des gens qui ont une audience auprès de cette communauté-là. Mais elle pourrait aussi se dire, le meilleur réseau pour moi, les connaissances, parce qu'en fait, un réseau doit toujours se construire autour de connaissances. La meilleure manière de construire son réseau, c'est non pas de se dire qui peut m'aider, quel est le mec qui peut m'accélérer, qui est le mec qui a un gros carnet d'adresses, c'est pas ça. C'est toujours qui est celui qui a la connaissance, qui a l'information qui me manque. Par exemple, peut-être qu'elle se dit en ce moment que ce qui lui manque, c'est une vraie connaissance sur comment est-ce qu'on produit en usine 1000 jeux d'un coup. Parce que, à moins que tu aies un cerveau différent d'une autre à la naissance, bah, quand on est, on n'a pas toutes ces infos-là en tête et on se lance en freelance et évidemment on découvre des choses au fil du temps et on ne sait pas forcément comment construire 1000 jeux d'un coup. Or, c'est peut-être cette information qui l'empêche aujourd'hui de signer avec un Desmodee parce que lors de la discussion, lors de la négociation, lors de la première approche, eux se rendent compte qu'elle est trop loin de ces problématiques-là, qu'elle ne les comprend pas. Donc le réseau, c'est la 4e et dernière étape d'une super fondation quand on est freelance. Et souvent, quand on la travaille avec cette approche que je vous propose, la conclusion est beaucoup plus sophistiquée ou plus complexe que je suis freelance développeur, je dois avoir dans mon réseau d'autres freelance développeurs. Non, pas forcément ou pas uniquement en tout cas. Si je suis freelance développeur et que je me suis spécialisé dans les sites de presse, dans les sites comme Le Figaro, Le Monde, des sites sur lesquels, sans faire de digression, il y a d'énormes problématiques techniques parce qu'ils stockent un volume d'informations absolument colossal. C'est assez rare les sites où il y a 40 journalistes qui chaque jour publient chacun 3 articles. C'est quand même beaucoup de pages à indexer et plein de problématiques de plein de choses. Et ben, si je veux vraiment percer dans ce domaine-là, les enjeux
qui vont être les miens. Et le réseau dont je vais avoir besoin, c'est des journalistes. C'est des gens spécialistes du monde de l'information. C'est des gens qui ont bossé sur ce genre de problématiques, mais pas forcément dans le développement web. Si je suis un freelance qui fait un très bon chiffre d'affaires, qui gagne bien sa vie, mais qui n'a plus aucun temps pour lui, la personne que je veux dans mon réseau, c'est surtout pas 10 potes freelance avec qui je prends un café 3 fois par semaine et qui sont également seuls. Le mec que je veux aller voir, c'est le gars qui a recruté une équipe de 3 personnes. C'est le mec qui est capable de me dire, au stade où tu es, voilà les différents types de recrutement que tu peux faire, voilà comment tu peux prendre un stagiaire, parce qu'on peut prendre un stagiaire quand on est freelance, voilà les assistants virtuels et voilà comment ça fonctionne, voilà les personnes que tu peux recruter, voilà le budget que tu peux mettre sur quelqu'un en CDD ou en CDI, voilà comment tu peux sous-traiter une partie d'émission à un autre freelance, à une agence, quelqu'un qui bosse avec toi. Et voilà comment on recrute, voilà les questions qu'il faut poser lors d'un processus de recrutement, voilà les questions, les case studies qu'il faut demander, voilà ce qu'est un référence call. C'est pareil, c'est pas inné de penser à faire un référence call. Moi, j'ai manqué plein de collaborations avec des freelances parce que j'avais jamais pensé à demander des références, à demander à parler à une personne qui a déjà fait une mission avec ce freelance pour lui dire est-ce que ça s'est bien passé, sur quoi vous avez travaillé, est-ce que la manière dont il bosse colle vraiment avec mon besoin. Et je peux continuer derrière en disant que ce freelance-là, qui est au stade où il veut recruter et ensuite manager une équipe, il doit se poser la question de comment est-ce qu'on bosse en équipe. Parce que ça fait peut-être 5 ans, 6 ans, 10 ans qu'il bosse globalement seul et c'est normal que ça le terrorise d'arriver tous les jours avec un petit stagiaire qui est là et qui ne sait pas quoi lui donner à faire. Donc, fondation client, fondation contenu, fondation sur le temps et fondation réseau. Le réseau, les questions à vous poser, les questions qui sont utiles. 1. Quelles sont les informations, ou les sujets, plutôt on va le penser comme ça. Quels sont les sujets que je refuse d'aborder parce que je n'y connais rien. Exemple qui va peut-être tous vous parler, ceux qui sont déjà lancés, très classique chez les freelances, je ne connais rien à la compta. Je ne connais rien à la fiscalité. Je me suis lancé en micro-entrepreneur. Je suis dans le cocon, tout se passe bien, c'est simple, c'est sympa d'être en micro-entreprise. Je sais qu'un jour ça va casser, je sais qu'un jour ça va exploser. Je n'ai aucune idée de quel est le meilleur statut après. Aucune idée. Je ne sais pas si c'est une SASU, je ne sais pas si c'est une URL. Je ne sais absolument pas, et je peux vous le dire malheureusement, que ça va vous rajouter 35% de charge. Je ne sais pas ce que ça implique en termes de fiscalité. Je ne sais pas ce que je peux déduire comme charge. Mais globalement, comme je suis dans mon cocon, je m'arrête à cette bribe d'information qui est « ça va me coûter plus cher, mais je vais pouvoir déduire des frais ». Voilà. Et là, vous avez, je pense, un bon résumé de 95% des micro-entrepreneurs, peut-être plus, qui s'arrêtent à ça, qui se disent ça va me coûter plus cher, mais je vais pouvoir déduire des frais. Alors qu'en fait, évidemment, il y a plein de choses à savoir, il y a plein de micro-subtilités, et on ne nous demande pas d'être expert sur le sujet. On nous demande simplement d'avoir dans notre réseau la bonne personne qui, elle, a le bon niveau d'information. Et je vous évite toutes les ramifications comme les possibilités intéressantes pour un freelance d'ailleurs, d'avoir 2 statuts et d'avoir d'un côté une micro-entreprise et de l'autre côté autre chose et de faire des montages intelligents, enfin intéressants en tout cas, intelligents en fait, comme par exemple micro-entreprise et organisme de formation, ce qui permet d'un côté de facturer la TVA, de l'autre côté de ne pas la facturer, mais si je continue, le fisc va m'appeler. Mais c'est tout à fait légal ce que je dis, hein, je l'assume. Donc voilà un autre exemple où, oui, plus on avance en tant que freelance, et plus on est aussi drivé par ça, hein. Plus on a envie de s'éclater en final, plus on a envie d'avoir des missions variées, plus on a envie d'avoir des piliers diversifiés, et plus on va devoir un réseau qui est super étendu, un réseau qui est capable de nous donner des réponses sur ça, sur ça, sur ça, sur ça.
Ok. L'exercice à faire là-dessus, donc je vous ai dit, quelle est la matière ou les matières, les sujets sur lesquels je n'ai vraiment pas d'informations et que je suis en train de procrastiner depuis 2 mois, depuis 4 mois, depuis 6 mois. 2, si je faisais le portrait robot de quelqu'un qui serait la personne idéale pour m'aider, à quoi il ressemblerait? Par exemple, si on reprend notre situation du passage de micro-entrepreneur à quelque chose, je vous le dis, le portrait robot, ce n'est pas un expert comptable. L'expert comptable, en moyenne, il a 60 clients. Il y a une très faible pourcentage de chances pour que dans ses clients, il ait des micro-entrepreneurs, parce que les comptables n'aiment pas bosser avec des micro-entrepreneurs. C'est des budgets trop petits pour eux. Donc quand ils prennent des micro-entrepreneurs, ils font souvent n'importe quoi, parce qu'ils n'y comprennent rien. Donc le bon portrait robot, c'est je voudrais trouver un freelance avec un métier à peu près similaire au mien, qui a fait cette bascule, qui l'a fait de manière intelligente et qui est capable de me dérouler en 1 heure tout le playbook. Ok? Client, contenu, temps, réseau. Je peux effacer tout ça? C'est bon? Très bien. Une fois qu'on a eu cette approche de freelance niveau 3, de freelance qui a sa marque, qui a son contenu, qui a son temps, qui est en maîtrise de son temps et qui est en maîtrise de son réseau. Une fois qu'on a fait ça, je vais prendre quelques volontaires qui vont nous exposer leurs problématiques du moment et on va faire des coachings en direct. Qui est partant? Oui. Toi? Magnifique. Est-ce que tu veux que ce soit filmé ou pas? Si tu veux. Eh ben alors, viens. Vas-y. Alors, la règle, 3 règles. Encore freelance. Parfait, viens. Merci. Alors, 3 règles pour toi. Première règle, essayer de présenter ta future activité avec les mots les plus pédagogues possibles pour que même des gens qui sont dans des secteurs complètement différents puissent comprendre. Deuxième règle pour toi, tu peux dire ce que tu veux. Si il y a des sujets perso que tu ne veux pas évoquer, tu me le dis, on ne l'évoque pas. Mais en tout cas, tu te sens libre de parler de ce que tu veux. Et s'il y a des détails qui te semblent être anodins, mais qui au fond, toi tu sais, te freinent dans ton développement en freelance, tu peux en parler également. Et troisième règle, cette fois pour vous, on fait un coaching genre de 5-10 minutes et après, n'importe qui peut intervenir et poser des questions. Ok? Alors vas-y, mets-toi juste à côté du tableau pour que je puisse prendre des notes. Qui tu es? Alors, je m'appelle Augustin. Tu t'appelles Augustin, très bien. J'ai bientôt 24 ans. C'est très bien. C'est intéressant pour la suite. On va le noter, 24 ans. Ça fait 1 an que je suis dans la vie active. En fait, je viens d'avoir un diplôme d'ingénieur. Ok. Là, je suis consultant en data science dans une grosse boîte. Ok. Et comment ça se passe? Mal. D'accord. Là, en ce moment, tu parlais de cette contrainte de temps imposée par la boîte. Ouais. Là, on est en vacances. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'activité en ce Ouais. moment. Ouais. Donc, je suis en intercontrat, donc j'apprends des choses pour moi-même, finalement. D'accord. Donc là, tu es entre 2 missions. C'est ça, ouais. D'accord. Et tu te formes, tu apprends des choses pour toi-même. C'est ça. Et ta Je volonté. pense partir finalement avant d'être sur une autre mission. D'accord. Donc tu as une volonté de départ. Ouais. Soit pour aller dans une autre entreprise, soit pour être à mon compte. Très clair. Soit pour être à ton compte. Ok. Tu veux qu'on explore les deux ou tu veux qu'on explore uniquement la piste freelance? La piste freelance, oui. Alors la piste freelance. Qu'est-ce qui t'excite dans l'idée de te lancer en freelance? La première chose, je pense, c'est la liberté. Donc à tous les sens du terme, en termes de temps, de localisation et d'argent. Mm-hmm. Enfin, c'est surtout en termes de temps et de localisation. D'accord. T'aimerais partir de Paris? Oui, T'aimerais aller où? j'aimerais ne pas être rattaché à une localisation particulière. D'accord. J'aimerais être capable d'aller où je veux quand je veux. Très bien. T'aimerais être freelance dans le domaine de la data science ou t'aimerais devenir freelance graphiste, freelance thérapeute, chaman? C'est justement ça le problème. Ça m'intéresse, le data science. Ouais. Je suis bon sans être une star du domaine. Et il y a aussi le public speaking qui m'intéresse.
Ah, donc tu hésites entre deux spécialités. Et je pense pouvoir les combiner parce qu'on dit souvent qu'il y a besoin de raconter une histoire avec les chiffres. Très peu de gens savent le faire. Donc, ça pourrait être un moyen intéressant. Ah, donc la conclusion à laquelle tu es déjà arrivé, c'est j'ai pas envie de me lancer en freelance, en prise de parole. Par contre, j'ai envie que dans mon activité de freelance en data science, la prise de parole soit une vraie composante majeure et que je puisse peut-être me distinguer des autres, que dans ma marque à moi, il y ait très fortement un bouche à oreille qui se propage autour de Augustin, c'est le mec qui sait présenter la data science. Augustin, c'est le mec, quand on l'a fait venir, il a été capable d'en parler devant 300 personnes. Augustin, c'est le mec qui est capable de l'expliquer, de le rendre intelligible. C'est comme ça que tu vois les choses. J'hésite entre les deux, justement. Ah, donc, par exemple, la dernière fois, j'étais à un meet-up donc à Dataiku, donc c'est une solution pour... le mec qui hoche la tête. C'est une solution pour traiter des données sans être expert du domaine. Et j'ai vu à la fin de ce meet-up quelqu'un qui allait parler à l'organisatrice. Et finalement, j'écoutais et je serais incapable de restituer son message si j'avais l'impression qu'il parlait dans le vide finalement. Donc tu hésites. Donc il était incapable de pitcher son idée. Ah, donc ce qui m'intéresserait, ce serait d'intervenir et de lui apprendre à... D'accord, donc même s'il n'y avait aucun rapport avec la data science. Donc tu as une vraie hésitation entre deux spécialités. Ouais. Tu te verrais par exemple être freelance en prise de parole pour Jean qui est restaurateur. Oui. D'accord. C'est très bien. En fait, c'est surtout la question de niche. Je me dis que si je veux aider tout le monde, j'aiderai personne. Alors que le fait d'avoir fait une école d'ingénieur, d'avoir commencé là-dedans, je pourrais comprendre tout un vocabulaire, tout un monde. Peut-être que ça m'aidera à restreindre. Alors, on va le faire comme ça. Ouais. On va faire deux trajectoires, deux stratégies possibles pour toi pour les 12 prochains mois. Tu as une première stratégie qui sera la stratégie classique, et puis après, je vais te demander de toi d'inventer la stratégie plus intelligente. La stratégie classique qu'on te donnerait à l'ESCP, mon école, on dirait de faire une étude de marché. On dirait effectivement de choisir une niche, comme tu viens de le dire. Et puis on te dirait de faire une spécialisation et de choisir l'un ou l'autre. Et par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début, tu dois sentir qu'il y a une autre voie. Mais cette voie, elle se traduit par quelles actions concrètes? Ah, c'est une question pas rhétorique alors. Non. Non. C'est justement ça le problème, c'est que moi les prochaines étapes ne sont pas forcément claires. Là, ce que je cherche à faire, c'est à la fois devenir meilleur techniquement dans mon domaine de data science. D'accord. Et aller à des événements, parler à des gens. Quoi. Ok, alors on va faire... C'est pas très concret. On va faire plusieurs plans pour toi. On va faire un premier plan où tu te lances en freelance en data science. Ouais. Dans ce plan-là, tu te rappelles de l'exercice qu'on a fait problème, format, interaction. Ouais. Vu que tu as un focus sur la prise de parole, on va volontairement choisir comme format des conférences, des ateliers, des workshops, des cours. On va te demander, et de le faire ce soir, et tu nous enverras sur le groupe Meetup demain ou ce soir la nuit le résultat, une liste de dizaines, voire enfin, le plus possible, de conférences, d'écoles, d'endroits où tu pourrais aller prendre la parole sur la data science. Donc c'est facile en plus, hein, tous les meet-up qui existent sur la data science, il y en a pas mal. Sans te faire payer, quoi. Sans te faire payer. En audience, sans te faire payer. Oui, oui. L'idée, elle est double ici. Ouais. L'idée, elle est de travailler... Tu m'as dit combien de... 50, on va dire. 50. On va dire 50, ouais. 50 ce soir. Ce soir. Oui. Ouais, ce soir. Donc l'idée, ça va être de travailler d'un côté ta notoriété. On va travailler ta notoriété. Travailler. Eh oui, il faut travailler. Oui, c'est pas au courant. Ouais. D'un côté, on va travailler ta notoriété en tant que freelance en data science, mais surtout, ce qu'on a en tâche de fond sur les 2 prochains mois, c'est de tester ton appétence pour la prise de parole.
Parce que pour moi, il est autant possible que cette stratégie-là te permette de te lancer très efficacement en tant que freelance en data science et de construire ta autorité, mais il est aussi possible, et ce ne serait pas grave du tout, que tu aies encore plus de confirmation, d'affirmation, que tu es fait pour la prise de parole, Ouais. que tu es fait pour rayonner en public. Et ce serait très bien. Et justement, mon manager m'a dit, Qu'est-ce qu'il dit le manager? c'est un compliment, il m'a dit que je m'étais distingué par ma capacité à m'exprimer, qui surpasse nombre de managers, et que maintenant, il fallait que Tu les entraînes. Non, pas du tout. Fais-lui une mission. Je Fais-lui me une mission. distingue sur mes réalisations aussi. Ah, Autrement dit, arrête de parler et fais. d'accord. Bon, du coup, C'est pour ça que... du coup ça penche pas mal là-dessus. Alors, si on continue d'être très concret, Ouais. tu as une vraie opportunité pour effectivement, durant les prochains mois, concilier les deux, faire d'une pierre deux coups, intervenir à des conférences, des workshops sur la data science, à la fois pour ta notoriété perso, ce qui pourrait faciliter un lancement ici, mais en plus pour toi te challenger, te dire est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller dans la prise de parole. Qu'est-ce qui va t'aider encore plus? Ce qui va t'aider, c'est de suivre les 3 étapes du lancement d'un projet, toujours les mêmes. La première étape, tu l'as déjà franchie, c'est celle du désalignement. La deuxième étape, c'est l'étape de l'inspiration. Et la troisième étape, c'est l'étape de l'affirmation. En fait, tu es dans une situation un peu particulière, vous allez voir. L'étape des alignements, c'est l'étape où je suis salarié et je me dis, bon, ma vie, j'en ai marre, elle ne sert à rien. Globalement, je suis dans le métro, je prends la ligne 1, il y a 40 mecs qui me pressent de tous côtés, j'arrive dans un boulot, je ne l'aime pas trop, mon manager, moi je m'éclate à faire la prise de parole, il me dit qu'il faut que j'arrête de parler, il y a un souci, quoi. Il y a un gros souci. Donc lui, il a déjà fait cette étape-là. Ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il a aussi fait l'étape d'inspiration sur la partie freelance data science. Il se projette déjà là-dessus. Des mecs qui sont freelance data science, t'en connais? Non. Est-ce que tu les suis sur Internet? Est-ce que tu les vois quelque part? Mais non. Non. J'ai l'impression qu'en parlant avec les uns et les autres, que... De quoi? Mais oui, ça marche pas. On me dit c'est une mine d'or, tu vas devenir riche. J'en connais, tu vois, je t'en présenterai. Ah ben je suis chaud. Ok, donc tu as un problème d'inspiration. En fait, je pensais que tu avais déjà travaillé l'inspiration ici, mais en fait, tu l'as pas fait non plus là. Donc tu as une deuxième étape qui est l'étape d'inspiration, qui est de se dire, pour que je prenne en confiance dans ces 2 pistes-là, ouais. Il faut à la fois que je travaille l'inspiration et que je travaille l'affirmation. L'inspiration, c'est justement, tu te rappelles le pilier réseau qui était là? Oui. C'est l'étape d'inspiration. Ouais. C'est j'ai besoin d'un réseau de gens qui sont data scientists, freelance. J'ai besoin d'un réseau de mecs qui ont embauché des freelance data scientists. Ouais. C'est facile à trouver. Hein. Vraiment facile à trouver ça. Il suffit d'aller sur Malte, il suffit d'aller sur Coder, il suffit d'aller à n'importe quel endroit où des gens postent des annonces pour des jobs de freelance en data science et de rentrer en contact avec ces types-là, même si tu ne bosses pas avec eux. Et qu'est-ce que je peux leur offrir du coup? Et c'est très simple, tu connais la data science, pour eux, t'es Dieu. Tu es un mec qui a la compétence qu'ils recherchent. Donc même si dans l'entretien, tu dis n'importe quoi, je suis moi un mec qui ai pris l'effort de mettre sur LinkedIn ou n'importe où une offre où je dis j'ai besoin d'un freelance data science, quelqu'un arrive en disant moi je suis freelance data science, en data science, je suis expert du sujet, blablabla. Évidemment que la rencontre elle se fait. Et toi tu fais même pas la rencontre pour avoir la mission, tu fais la rencontre pour savoir comment lui il fait ses choix. Je parlais plus de rencontrer des gens qui sont déjà freelancers. Tu dois aussi, mais rappelle-toi ce qu'on a dit sur le réseau, tu dois à la fois trouver des gens qui sont freelancers et trouver des gens qui embauchent des freelancers. Et comment je fais pour leur apporter de la valeur à ceux qui sont déjà freelancers? Ah, pour les gens qui sont déjà freelancers? J'ai 24 ans, je découvre le monde. On va y venir, tu vas voir. Mais dans 3 minutes, même pas. Mais juste, je tiens à dire que toi, là où c'est compliqué, excitant plutôt, c'est que tu as un travail d'inspiration à faire sur cette partie-là et tu as le même travail d'inspiration à faire sur la prise de parole. Ce qui est intéressant pour toi, c'est qu'il y a quand même pas mal d'opportunités de partenariat. Si tu prends quelqu'un, moi je connais, c'est le cas d'Estelle, tu prends quelqu'un qui est coach en prise de parole, sa principale problématique à un coach en prise de parole, c'est qu'il arrive dans des boîtes et il ne comprend rien au métier de la boîte. Le lundi, il est dans une boîte d'automobile et il doit les entraîner à prendre la parole et les mecs parlent de moteur. Le mardi, il est dans une boîte qui fait de la mode et ça parle je ne sais pas de quoi il parle. Le mercredi, ils sont dans une boîte data science et
c'est l'énorme peur de tous les coachs en prise de parole, c'est de créer des conversations, les gens parlent, objectif atteint, le coach ne comprend plus rien. Il parle de trucs qu'il ne comprend pas. Et donc on a le côté bullshit qu'on veut éviter à tout prix. C'est pour ça qu'on dit le public speaking c'est du bullshit. Absolument. Parce qu'on s'éloigne de l'objectif. Absolument. Ouais. Et donc toi tu pourrais apporter une énorme réponse à des coachs en prise de parole en disant je m'appelle Augustin, j'envisage de me lancer dans le coaching en prise de parole, mais je suis aussi en train d'envisager d'être freelance en data science. Est-ce que toi, tu as été en contact de boîtes sur ces thématiques-là? Est-ce qu'on peut s'apporter? Est-ce qu'on peut échanger sur ces thématiques? Moi, je peux t'apporter sur ce que c'est que la data science et comment entraîner des gens de ce domaine à prendre la parole. Et toi, tu pourras m'apporter ton expérience de coach. Donc, c'est l'étape d'inspiration. Et la troisième étape, qui va répondre à ta question, c'est l'étape d'affirmation. Et celle-là, c'est le contenu. C'est le contenu. Tu as peut-être connu un podcast qui s'appelait Nouvelle École? Non. Non? Bon, Nouvelle École était le podcast numéro 1 sur l'entrepreneuriat, sur plein de thèmes, parce qu'il invitait également des artistes. Qui suivait Nouvelle École? Bon, pas mal quand même. Antonin, fondateur du podcast, mec très sympa. Comment est-ce qu'il a constitué son réseau? Comment est-ce qu'il se retrouve aujourd'hui dans une situation où il a arrêté le podcast, mais où des boîtes viennent le voir pour l'embaucher en freelance, l'embaucher en consultant? Il a simplement dit à un maximum de personnes, j'aimerais parler de vous. J'aimerais vous interviewer. Oui, je suis débutant, je n'ai pas grand-chose à vous apporter, mais ce que j'aimerais vous apporter, c'est ce travail de journaliste, ce travail d'enquêteur. Alors, comme en plus il l'a très bien fait et qu'il l'a fait pendant beaucoup de temps et qu'il a appris en faisant, ça donne le podcast qui est devenu un des podcasts les plus écoutés de France, mais ça donne aussi une construction de réseau qui est super intéressante. Autre thème que j'aimerais aborder avec toi, dans lequel tu te sens le moins légitime aujourd'hui, celui-là, la prise de parole. Si ce monsieur te donnait 400 € pour une prestation de data science et madame te donnerait 400 € pour une prestation de prise de parole. Lui, il attend que tu lui fasses la data science et elle attend que tu l'aides à prendre la parole en public. Dans quelle situation tu te sens le plus à l'aise? Dans quelle situation tu as le plus peur, inversement? Je pense que paradoxalement, j'ai plus travaillé la prise de parole que la technique ces derniers temps. D'ailleurs, trop. Quand tu parles de différenciation, le fait tu as une valeur ajoutée en plus, du coup j'avais pris pour acquis d'être déjà bon en technique, ce qui n'était finalement pas le cas. Donc je me retrouve pas à être plus intéressant que des nerds qui communiquent pas, je me retrouve à être moins intéressant qu'eux, tu vois, dans un premier temps. Là, je suis assez sincère. Donc si tu fais... Finalement, c'est très bien. Donc si tu fais ta liste de problèmes... Il n'y a pas de problème, il fait tellement chaud que ça va nous faire du bien. Donc si tu faisais ta liste de problèmes, ouais, tu aurais tendance à partir des problèmes suivants. Comment faire quand on est développeur et qu'on n'arrive pas à exprimer ses idées? Ouais. Comment faire pour présenter des chiffres avec aisance? Comment faire pour ne pas endormir son auditoire quand on présente des graphiques? Oui. Quelle est l'histoire derrière un chiffre? À cet égard, il faut absolument que tu ailles regarder la marque personnelle et le contenu créé par un mec qui s'appelle... c'est le mec qui bossait chez Captain Train avant, qui maintenant bosse chez Twitter, qui s'appelle sur Twitter Émile Land. Tu poseras la question sur Meetup, je le retrouverai. C'est un type qui à une époque avait une activité de freelance. Il était PowerPoint designer. Ça marche super bien. Ça marche de ouf, mec. PowerPoint designer. Alors lui, justement, il le faisait sur Keynote, donc pour dire que Keynote c'est mieux que PowerPoint, mais bon, il faisait des slides, quoi. Tu vois, il était payé pour faire des slides, même pas sur PowerPoint, mais il faisait des slides et il faisait des slides pour des boîtes absolument dingues, dans des situations comme la levée de fonds, comme une grosse conférence, où oui, si tu es conférencier, j'ai sûrement besoin de toi pour savoir comment prendre la parole, mais j'ai aussi besoin que ce qui soit derrière, ce soit joli. Moi, j'aimerais bien avoir un freelance. Mes collègues me respectent plus pour ça que pour mon côté technique. Très bien. Donc ta liste de problèmes... Ils sont
Manu, quand même. Bon, on coupera quand même sur la vidéo parce que c'était quand même... Là, c'est sûr que t'es viré quand même là, avec tout ce qu'on a raconté. T'allais trop loin, Augustin, là. Il aimerait bien. D'accord, c'est une stratégie en fait. Tu dis, je vais aller au meet-up de Live Mentor, ça va être filmé, je vais les clasher, ils vont regarder la vidéo. Écoute, pas pour faute grave parce que c'est vexant. Mais... Ouais. Bon, reste concentré, on a bientôt fini. Premier point, tes problèmes, c'est donc des problèmes qui sont d'abord centrés sur la prise de parole, puisqu'au fond c'est ça que tu as envie de faire, mais que tu vas constamment ramener à la data science ou de manière plus générale, je pense au monde du développement informatique, au monde de l'ingénierie, au monde des chiffres. Ça a un double avantage. Bah évidemment, ça commence à créer ta notoriété sur cette question-là, mais surtout, ça te permet de ne pas complètement abandonner cette partie-là sur laquelle tu as un CV, tu as quelque chose sur lequel tu peux construire. Et pour le choix que tu pourrais faire, parce que tu nous as dit que tu hésitais entre les deux, pour le choix, je veux trouver un autre job, ça serait ultra efficace d'avoir cette stratégie-là. Parce que l'employeur se dira, bah, j'ai reçu 5 CV de mecs qui sont anciens consultants en data science, mais il y en a un qui me marque plus que les autres parce que lui, j'ai l'impression que je vais comprendre ce qu'il va me raconter. Ouais. On est bon pour toi? Ben, on est bon pour moi. Bah donc ça, on se donne quoi comme étape? Ça, on a dit ce soir. Les 50. On a dit ce soir, meet-up, on a dit ce soir au niveau des conférences. Ça, on va te donner jusqu'à dimanche. D'accord, c'est bien. Pour le poster encore une fois en commentaire du groupe Sur Meetup. combien de problèmes alors? 50, on a dit. 50 aussi. Ouais. Moi, c'est très binaire. Hein. D'accord. Toujours les mêmes choses. Et on va te donner la semaine prochaine pour créer ton premier contenu. Mon deuxième contenu. Ton deuxième. OK? Yes. Allez, merci Augustin. Quelle heure il est? Oh putain, on va en prendre une deuxième personne s'il vous plaît. Allez. T'es également dans la data science parce que... Non, mon copain il est data scientist. Ok, mais on parle pas de lui parce que... Non, on parle pas de lui. C'est bon. Rien à voir. Ok. On t'écoute. Ton prénom? Lucia. L'âge si tu veux ou pas, parce que c'est lui qui nous a fait le truc de l'âge, mais c'est complètement... bon, alors, bon, raconte-nous ce que tu fais. Lucie, hein? Lucia. Lucia. Ah ok, Lucia. Très bien. Et je suis directrice marketing digital pour une start-up que je quitte dans 5 mois. Ok. Donc j'ai démissionné. C'est un meet-up sur la démission. Voilà. Comme vous êtes tous venus, c'était pas marqué dans le titre. Hein. Non, c'est pas ça, c'est juste que j'ai déjà commencé à faire un peu de freelancing et Ah. la problématique c'est de définir ce que je veux faire concrètement. Alors, déjà, raconte-nous pourquoi tu as quitté cette boîte sans... Enfin, l'idée, c'est pas de savoir ce qui se passait mal dans cette boîte-là, mais plutôt pourquoi t'en avais marre du CDI et ce qui t'attire dans l'activité de freelance. Parce que normalement, j'ai 2 vies, on va dire. J'ai ma vie de 9-18 où j'ai fait tout ce qui a à voir avec acquisition et marketing digital. Et à partir de 18 ans... 9-18 ans 9-18 heures. Ah oui, d'accord. Tous les jours. Okay. Et après 18 heures, j'ai fait partie des communautés. Donc, je travaille avec Startup Weekend. D'accord. Et je suis speaker pour différents types d'événements. J'organise des meet-up, je fais des trucs parce que c'est un peu mon kiff aussi. D'accord. Et je facilite des événements pour des entrepreneurs également. D'accord, ok. Et donc tu t'es dit au bout d'un moment, ce qui me fait plus vibrer, c'est ce que je fais le soir, c'est ces meet-ups, ces ateliers. Non, c'est les deux. Mais en fait, c'est ce qui était compliqué, c'est que dans une vie professionnelle où tu as un employeur, c'est très difficile des fois de justifier que tu vas partir 15 minutes plus tôt parce que tu as un meet-up, que tu organises quelque chose qui n'est pas forcément en face avec la boîte, ce genre de choses en fait. D'accord. Les manques de cohérence, les deux choses me plaisent. Hein. Ouais, donc tu veux une vie pro plus libre pour mélanger les activités. Exact. Ok. Donc tu viens de te lancer en freelance, tu t'es déjà lancé. Depuis combien de temps? 1 mois. 1 mois, d'accord. Et sur qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est mon réseau qui m'a ramené un peu des missions à droite à gauche. Quoi comme mission? En acquisition digitale média notamment. Donc en fait, avant j'avais travaillé dans une agence média, tout ce qui a à voir avec Google Ads, Facebook Ads, tout ça. Et donc c'est les missions qui tombent les plus facilement. Donc pour l'instant j'ai des missions de ce type. D'accord.
Et qu'est-ce qui t'inquiète en ce moment? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Le fait de... Parce qu'en fait, à chaque fois que je pars de cette activité de freelance, on me dit, mais il faut que tu choisisses un truc. Et j'ai un peu du mal à me dire comment je peux définir que je fais ça, parce que ça fait partie de mon métier, mais que je fais partie aussi, que je peux faire également toute une partie liée à l'événementiel, intrapreneuriat, entrepreneuriat, qui me plaît aussi comme mission. Parce qu'en fait, à chaque fois, je retrouve soit des gens qui font du market digital, growth hacking, comme vous voulez l'appeler, ou des gens qui sont plutôt sur la partie plus animation communauté, community builder, un freelance. Je trouve les deux, en fait, un peu des chefs des projets et des marketeurs qui font plus des missions opérationnelles en acquisition. Et j'ai un peu du mal à me dire comment je peux faire pour pouvoir... comment me présenter, en fait. J'ai un peu du mal à voir comment me vendre, en fait. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tu vois deux grands ensembles, ouais. Un ensemble A et un ensemble B. Et tu n'as pas envie de rentrer ni dans l'un ni dans l'autre? J'ai envie d'être dans les deux, en fait. Tu as envie d'être dans les deux. C'est ça ce qui m'empêche de dormir. D'accord. Très bien. Si on... Ok. Et est-ce que tu as déjà proposé... Donc les missions qui sont venues à toi, les gens t'ont dit, j'ai besoin de ça. J'ai besoin que tu me fasses ce truc-là. Et toi, tu leur as dit, je vais faire ce truc-là. Et ça va coûter tant, et je vais le faire. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, depuis que tu t'es lancé, de regarder la demande de la personne et de te dire, mais en fait, j'ai l'impression qu'elle a besoin d'autre chose. J'ai besoin qu'elle a besoin de quelque chose de plus large. J'ai l'impression que le besoin, il est plutôt ailleurs. Pas pour l'instant. Je viens de commencer, donc pour l'instant, je suis dans le pur opérationnel. Surtout parce que je ne suis pas full-time encore freelance, je suis encore en période de préavis. Très clair. Ok, donc je pense qu'il y a un premier sujet ici qui est le ratio opérationnel stratégique. Toi, ta définition du freelancing, c'est quoi? C'est quoi ta définition du freelancing? Si tu devais dire un freelance, c'est quelqu'un qui fait quoi? C'est là j'ai un peu du mal à trouver une définition. Quelqu'un qui fait des prestations pour des boîtes, pour des gens. C'est à ton avis, cette définition, elle rentre dans quelle case de la pyramide qu'on a fait au début? J'étais pas là au début, je suis désolée. Ah bon, non, je suis désolée. Alors je le refais très rapidement. J'étais en retard. Ici, il y a Deliveroo. Ici, il y a Coder. Ici, il y a Malte. Et ici, il y a ce qu'on essaie de faire ensemble. Si tu définis, comme tu viens de le faire, un freelance est quelqu'un qui fait des prestations, tu enfermes le freelance dans quelque chose qui ressemble à « je suis un coursier Deliveroo, je réponds à un appel de mission sur Coder, voire même je me mets dans une catégorie sur Malte ». Le sujet, il n'est pas là pour toi. Un freelance, c'est quelqu'un qui aide une boîte à construire sa vision et à la réaliser. Ce n'est pas quelqu'un qui fait une prestation de service, c'est quelqu'un qui aide une boîte à définir sa vision et à la réaliser. Et c'est très dur, c'est très 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 dur, mais c'est ce qui permet aux meilleurs freelances de ne jamais tomber dans les situations que malheureusement on voit tout le temps, en particulier dans le développement web, ridicules, où le client arrive en disant « il me faut absolument un site qui est jaune ». Le freelance, avec son expérience, sait très bien qu'il ne faut pas un site jaune pour la boîte, mais un site bleu. Il fait quand même le site jaune parce qu'il se dit je fais de la pression de service. Et 3 mois plus tard, la boîte met la clé sous la porte parce que le site jaune, ça ne servait à rien pour elle. Et je peux donner les mêmes exemples en marketing, les mêmes exemples en illustration, les mêmes exemples sur n'importe quelle activité de freelancing. Et là où évidemment ça a plein d'enjeux de redéfinir ce que c'est que le freelancing et de dire j'aide des gens à définir une vision et la réaliser, c'est qu'il faut être capable de challenger la vision de l'autre. Il faut être capable de se mettre dans une posture qui n'est pas « je vais faire tout ce que tu me demandes », mais on va regarder ensemble si ça a du sens de faire ce que tu me demandes. Et je vais être capable, avec il est où lui, la communication orale, avec ma prise de parole, d'avoir assez d'empathie, d'avoir assez de diplomatie, d'avoir assez de capacité de communication pour te le faire entendre et pour travailler avec toi. Okay. Donc aujourd'hui, soit tu continues de regarder l'ensemble A
et l'ensemble B, et ça va te faire souffrir et tu vas te cogner les têtes contre les murs de ta chambre et te dire mais je comprends pas si je suis à gauche ou à droite, et ils ont tous l'air d'être dans une case, soit tu inventes ta propre case. Et pour inventer ta propre case, tu vas faire un triple exercice. Okay. Le premier exercice, c'est ce qu'on appelle un exercice de bilan. Un exercice de bilan, c'est un exercice où tu prends la parole comme si c'était un journal. C'est un exo de coaching que je trouve génial, je fais chaque année. Tu prends le journal de ton choix et tu dis aujourd'hui, on aimerait vous parler de telle thématique. Donc toi, la thématique, c'est la stratégie marketing au final. Si on résume en un mot, ta thématique, c'est la stratégie marketing. Et pour moi, la stratégie marketing, voilà ce que c'est. Voilà quels sont ses enjeux. Voilà mon regard à moi, Lucia, sur le sujet. Et c'est là qu'évidemment, tu vas pouvoir détailler dans cette vision le fait que c'est un mix entre le A et le B et que l'un ne va pas sans l'autre. C'est ce qui va te permettre d'avoir les billes face à tes clients ou tes clients potentiels, tes prospects, tes leads, les billes nécessaires pour défendre cette vision. Et pour sortir de ce clivage, est-ce que je suis dans le A ou le B? Non, tu n'es pas là-dedans. Tu es dans, non pas voilà ce que moi je fais, mais voilà ce en quoi moi je crois. Voilà ma vision à moi, voilà mon regard sur les choses. Donc c'est un exo de bilan. Okay. Ensuite, tu vas faire un deuxième exercice, mais ça malheureusement, tu vas, tu peux un peu le faire seul et pas totalement. Tu vas le faire de deux manières. Tu vas faire ce qu'on appelle un pré-audit et tu vas faire ce qu'on appelle un audit. Donc tu vas aller me prendre, et ça j'invite pas mal de gens à le faire également, parce que pour le coup cet exercice-là il permet aussi de trouver des clients. Tu vas aller me prendre 5 boîtes pour lesquelles tu rêves de bosser. Mais tu rêves vraiment de bosser pour elles. Okay. En freelance, hein. Ouais. Freelance. Okay. Et tu vas les pré-auditer. C'est-à-dire qu'au lieu de les contacter pour leur dire j'aimerais bosser pour vous, machin, est-ce qu'on peut se voir, prendre un café, tout ça, tu vas prendre 4 heures, parce qu'à ce stade, toi tu peux allouer 4 heures là-dessus, pour complètement pré-auditer ce qu'ils font. Alors évidemment, ce ne sera pas un vrai audit parce que tu n'as pas l'information. Donc tu ne sauras pas exactement ce qui fonctionne pour eux, puisque là on parle de marketing. Mais tu pourras quand même faire pas mal de choses. Et tu pourras leur montrer comment ce pré-audit est aligné avec ta vision justement que tu as exprimée dans le bilan. Où tu pourras dire, vous par exemple, je vois que vous focalisez beaucoup sur A, mais en fait il y a aussi B qui compte. Et dans mon pré-audit, je vous explique pourquoi A va avec B, pourquoi B va avec A. Évidemment, le but derrière est d'envoyer ces pré-audits à des boîtes. Alors, je connais des gens qui ont eu énormément de succès en publiant ces pré-audits sur Internet. Je sais pas, qui pourrait un freelance, tiens, un mec qui s'appelle Sacha Greff, qui est designer français, et qui s'est fait connaître en refaisant des designs de sites. Il a refait le design de Quora, il a refait le design de Twitter, il a refait le design d'un site sur lequel on pouvait acheter des billets d'avion qui s'appelait Hipmunk. Et ces redesigns, donc qui sont des designs, quoi, des fichiers PNG, ont eu tellement de succès que finalement il a bossé pour certaines de ces boîtes-là, qui ont dit attends, en fait, ce que tu as proposé est mieux que ce qu'on a, donc si tu pouvais nous le faire, ce serait pas mal, quoi. Donc ça demande un certain discours, parce que parfois il l'a fait, ça a vraiment clashé, les gens ont dit mais pourquoi tu te prends de nous expliquer notre taf en public sur Internet, mais si tu le présentes bien, ça peut être vraiment super efficace. Donc, travail de pré-audit et travail d'audit. Et après, tu as un dernier exercice à faire qui est un peu chaud. C'est le plus chaud. Parce qu'en fait, celui-là, tu vas devoir le refaire tout le temps. C'est ce qu'on appelle le process commercial. Alors, c'est quoi le process commercial? Pour beaucoup de gens, signer une mission en freelance, c'est un peu un triangle. Les gens ont un besoin, je fais une propale, un devis, enfin, vous appelez ça comme vous voulez, on négocie le prix, basta. C'est pas très intéressant. C'est pas du tout intéressant. Parce qu'évidemment, avec cette méthode-là, vous n'avez pas l'échange sur la vision, vous n'avez pas le pré-audit, vous n'avez pas plein de choses. Un bon process commercial, c'est un process qui commence par un problème, par une définition du problème. Dans cette phase-là, tu es en train
d'être un dealer d'informations. Donc, je ne prends pas de drogue, mais je n'en ai jamais pris, mais c'est la meilleure métaphore que j'ai trouvée. C'est vraiment la même chose qu'un dealer. Si tu étais en train de dealer de la cocaïne en ce moment, bah... Très cliché avec Malassine. Pardon, c'est vrai. Ah merde, c'est venu tout seul. Je sais pas penser. Et c'est la fin du meet-up, je suis fatigué. L'autre qui a démissionné en public, il m'a perturbé. Donc, mais ce que tu ferais... Bon, il démissionnera pas du coup. Bon, si j'étais ton premier client, enfin un nouveau client, tu me donnerais un peu de cocaïne, je la ramènerais chez moi, ce serait super, et je reviendrais le lendemain et tu m'en vendrais plus. Bon. Un process commercial, il commence un peu de la même manière, à savoir, je comprends bien quel est votre problème, on parle beaucoup du problème, on en parle énormément ensemble, et moi, je vous lâche des billes d'informations, et je vous montre que j'ai beaucoup d'informations sur votre marché, sur vos concurrents, sur vos problèmes, j'ai de l'information. Et c'est là où, encore une fois, quand on rentre dans ce genre de réflexion, on comprend que jamais un freelance est choisi sur son prix. Si vous êtes choisi sur votre prix, c'est qu'il y a eu un problème dans le process. Il y a un problème dans la marque, il y a un problème dans le contenu. Un freelance n'est jamais choisi sur le service qu'il propose. Un client, il est choisi pour sa capacité à avoir structuré ça et à avoir donné les bonnes informations à ce moment-là. Et donc le travail de recherche, évidemment, est super important. Travail de problème, travail d'information. Tu as une deuxième étape qui va être la co-construction de la vision. Une fois que tu as parlé du problème, la personne, c'est la personne qui n'a pas eu la cocaïne, ça va très mal là, ça va vraiment très mal. C'est-à-dire que tu as parlé pendant 1 heure du problème. Vous êtes une start-up, donc c'est quoi vos problèmes? Vous n'y arrivez pas? Oui, pourquoi vous n'y arrivez pas? Pourquoi c'est difficile, etc. Donc, évidemment, l'idée, c'est pas non plus d'être caricatural et de dire au type, ah là, c'est vraiment compliqué en ce moment. Mais il faut quand même parler du problème. Parce que c'est grâce au problème que toi, tu apprends des choses. Là, il faut que tu rechanges en termes d'énergie, parce que si tu parles que du problème, la personne, alors, bon, ok, j'ai compris que c'était la merde, mais j'ai pas envie de bosser avec Lucia. Là, tu dois co-construire la vision, qui est, ok, si on se projette à 12 mois, bien au-delà du cadre de ce qu'on va faire ensemble, en fait, à quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? Voilà, les gens commandent Uber, alors que j'avais dit de ne pas prendre Uber. Donc, la deuxième étape, c'est la co-construction de la vision. Quand Live Mentor est contacté par des groupes de presse, Le Figaro, etc., qui veulent se former, etc., l'information qui se passe ici, c'est l'information qu'on peut leur donner sur des magazines qu'on a accompagnés qui sont beaucoup plus petits. Des magazines qui font 5000, 10 000 tirages, mais qui le font de manière super intelligente. Au lieu de distribuer en kiosque, ce qui est un enfer économique pour les gros magazines, puisque pour info, il y a 50% des magazines papier en kiosque qui sont jetés à la fin de la journée. C'est un scandale écologique dont personne ne parle, mais c'est 50%. Oui, au lieu de faire ça, ces petits magazines, même s'ils sont petits, eux, ils distribuent en ligne. Ils font des préventes sur Ulule, ils font tout un tas de choses. Ça, c'est une information qui est énorme pour le mec qui est Le Figaro, par rapport au problème qu'il a lui, par rapport au fait que à la fin de chaque année, il regarde son bilan et il se dit, mais en fait, on a produit 50% de papier qui ne sert à rien. Genre, horrible, quoi. Deuxième étape, co-construction de la vision. À quoi ça ressemblerait un média moderne, quoi? À quoi ça ressemblerait la bonne manière de faire? À quoi ça ressemblerait Le Figaro, Le Monde, Libé, qui sait faire les trucs bien, qui sait faire les choses bien, qui sait utiliser les nouvelles techniques, qui sait faire les choses? À quoi ça ressemblerait? Donc tu construis la vision. Tu es très très loin encore de ce que tu vas faire avec eux. C'est normal, c'est naturel. Okay, c'est comme, comme une relation amoureuse, quoi. On y va pas à pas, quoi. Une fois que tu as fait ça, 1, 2, 3, là et seulement là arrive la proposition. Alors évidemment, cette proposition, son format varie selon la spécialité du freelance.
Certains, les designers, ils vont avoir besoin peut-être de faire des propositions sur PowerPoint justement ou de montrer des images. D'autres, cette proposition va être uniquement un email, d'autres vont le faire au téléphone. Donc, il y a plein de choses qui s'entremêlent là-dedans, comme aussi est-ce que toi tu préfères l'écrit ou l'oral. Mais globalement, à ce stade, tu fais une proposition qui est concentrée autour de 3 choses. Des chantiers qu'on va cartonner, un prix et une prochaine étape. Un process commercial ne s'arrête jamais. Donc, au moment où tu donnes ton prix, tu dis, prochaine étape, est-ce qu'on peut se faire un appel demain pour en discuter, si tu l'envoies par mail. Problème, co-construction de la vision, proposition et enfin, signature, l'accord. Voilà. Qui est un moment important parce que le moment où la personne te dit go, tu veux tout de suite enclencher les choses. Tu vas être super réactif, il y a plein de manières de faire, envoyer des documents, fixer une réunion, commencer à bosser. En fait, l'idée clé, c'est que là, la personne vient quand même de se mettre en danger, de faire une décision qui n'était pas facile, de te faire confiance. Et donc, tu veux tout de suite qu'on oublie ce truc-là, qui est en fait simplement la vie, quoi, qui est de créer de la confiance entre humains, ce qui n'est pas naturel, encore une fois, pour passer à autre chose. OK ? Donc, tu as beaucoup de boulot, peut-être plus que lui. Tu as un bilan à faire sur tout ce que tu as appris de ton métier et de la manière dont tu le vois. Tu bosses depuis combien de temps ? 10 ans. 10 ans, un bilan de 10 ans de vie. 5 pré-audits et écrire ton process commercial. Pour ce soir. Pour ce dimanche, allez. Et je sais pas, vous n'êtes pas élève chez moi, donc j'ai pas de pouvoir. Si tu étais élève, j'aurais le pouvoir. Ok, c'est bon pour toi, Lucia ? C'est bon. Allez, bon, il est super tard. Très rapidement, en 2 mots, ce que fait Live Mentor. On fait des formations en ligne de 3 mois. Toutes nos formations ont lieu en ligne. On en a 12. On a une formation comment débuter et réussir en freelance, formation marketing digital, formation copywriting, formation sur Facebook, formation sur Instagram, formation spécifique pour les gens qui font du e-commerce, formation sur la productivité, formation pour les gens qui lancent une activité de formation, formation bientôt en référencement naturel. On a une formation pour les personnes qui ne veulent pas quitter leur job mais veulent monter une boîte en parallèle, qui veulent monter un side business pour générer du revenu. Toutes nos formations sont centrées autour d'un mot d'ordre qui est le coaching. Donc, on ne fait pas du e-learning où vous suivez une formation et au bout de 3 jours, vous avez des tests à passer, au bout de 6 jours, vous avez des tests à passer parce qu'on n'y croit pas. On n'y croit pas du tout. Moi, ça fait 10 ans que je donne des cours et donc, c'est 10 ans que je teste des choses en pédagogie et un freelance, un entrepreneur, un porteur de projet ne peut pas réussir s'il suit un chemin tout tracé. Il était impossible pour moi de donner un chemin à Lucia si elle ne m'avait pas raconté où elle en est en ce moment. J'aurais pas pu sortir de mon chapeau qu'elle devait faire un bilan, j'en savais rien. Et donc malheureusement, les formations, elles sont toutes pensées comme ça en fait. À l'école, à l'université, n'importe où, on rentre et puis il y a des contrôles, il y a des examens, il y a des tests, il y a des machins, des diplômes, mais nous on ne fait pas ça. On ne fait pas ça, on demande à chaque élève de nous donner le maximum d'informations, on définit un objectif personnalisé au début de la formation, chaque élève est suivi par un mentor référent avec qui il échange soit par visioconférence, soit via une messagerie directement sur le site. Les mentors sont un peu partout en France et parfois à l'étranger. Une mentor Ludivine qui est en Italie. On a formé 6000 personnes, 6000 élèves depuis août 2016, donc quasiment 3 ans. Thomas qui est ici présent là devant, notamment. Qui sont pour certains à Paris comme Thomas, mais d'autres sont un peu partout en France. On a des élèves aux États-Unis, des élèves au Canada. L'élève, je crois, le plus éloigné qu'on ait eu est un mec qui est sur un bateau en Nouvelle-Polynésie et qui a une activité entrepreneuriale puisqu'il est gérant d'un club de voile. Donc, il donne des cours de voile et je ne sais pas comment il suit les cours sur son bateau, mais il y arrive. Toutes les formations donc, durent 3 mois, ça je l'ai dit. Chaque élève est suivi par un mentor. Chaque élève a accès à la bibliothèque de cours. Chaque élève a accès à des sessions de coaching collective qui ont lieu tous les jours sur un thème donné.
Chaque élève peut demander des mises en relation avec n'importe quel élève de la communauté. Donc il y en a 6000, donc maintenant ça commence à être pas mal. Si vous voulez rentrer en relation avec d'autres freelances, des personnes qui sont dans la prise de parole, des personnes qui sont dans le e-commerce, des personnes qui sont restaurateurs, des personnes qui sont experts de la transition entre la micro-entreprise et autre chose, et il suffit de demander, parce qu'il y en a. Et on croit beaucoup à ça. On croit vraiment que le succès de la formation, quelle que soit la formation, il ne dépend pas que d'une seule chose. Il ne dépend pas que de la qualité de la vidéo, de la qualité d'un coaching. Il dépend en fait de plein de petites sommes de choses comme faire la bonne rencontre au bon moment, avoir la bonne réponse au bon moment. Et donc on pousse vraiment tous les gens qui suivent formation chez nous à être aspirés par tout ce qu'ils peuvent faire durant une formation, parce que c'est comme ça que les déclics naissent, tout en gardant sa feuille de route et son objectif. Chaque formation coûte 1 500 €. Chaque formation peut être financée par Pôle emploi, par le CPF, par les OPCO. On a environ 250 élèves qui se font financer chaque mois, donc c'est des choses qui sont possibles et c'est chouette. On a beaucoup bossé pour ça parce que la France n'est pas le pays numéro 1 pour accepter de financer des entrepreneurs. Les conseillers Pôle emploi sont heureusement de moins en moins réticents quand quelqu'un vient en leur disant « je veux lancer ma boîte ». Maintenant, ça commence à changer, mais il faut un peu de boulot. On a une équipe qui aide les élèves à faire ça, parce que c'est un vrai parcours de demander à sa boîte de financer une formation ou demander à Pôle emploi de le faire. Il faut faire un peu la même chose que ça, d'une certaine manière, sauf la co-construction de vision. Ça marche pas. Mais voilà, on vous explique comment faire une lettre de motivation, comment faire un dossier de financement, enfin toutes ces choses-là. Et si vous voulez le faire, la seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une file d'attente des dossiers qu'on traite. Donc là, on est bloqué sur les 3 prochaines semaines parce que c'est du temps, parce que c'est des va-et-vient d'emails, parce que c'est des relectures. Les personnes à qui vous devez vous adresser vont lever la main. Elles sont derrière. Voilà, vous avez Victor, vous avez Arslan, Nadège qui doit être par là. Donc prenez leurs coordonnées, échangez avec eux sur la formation que vous aimeriez suivre, celle pour laquelle vous aimeriez avoir des informations. Et ensuite, ils vous diront, quoi. Moi, je vous remercie. Je trouvais ça très sympa. On s'en est sorti de la chaleur, comme on a pu. J'espère que cette vision du freelancing vous a parlé. Je sais que ce n'est pas très aligné forcément avec ce qu'on voit ailleurs, mais je pense foncièrement qu'aucun freelance ne devrait se retrouver au bout de 2 ans, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, bref, quel que soit le laps de temps, dans une situation où il se sent en concurrence avec les autres, dans une situation où il se demande pourquoi les gens font appel à lui, dans une situation où il a peur d'être un numéro parmi d'autres. Et je pense au contraire que absolument tous les freelances ont le potentiel pour créer leur marque, pour créer leur réputation et pour définir une identité qui est propre et qui est singulière. Voilà, quel que soit le parcours que vous avez eu avant, c'est vraiment pas ça qui compte. Merci à tous. Merci.